Radio J, Affaires publiques, Alexis Lacroix. Jean-François Kahn, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos studios en ce vendredi matin. Alors c'est un plaisir de vous recevoir. Nos auditeurs vous connaissent tous, bien sûr. Je rappelle quand même que vous êtes le fondateur de l'événement du jeudi, du journal de l'hebdomadaire Marianne. On a eu la chance d'ailleurs d'y travailler longtemps ensemble sous votre houlette. Vous êtes l'auteur de très nombreux essais, certains des essais littéraires, philosophiques, d'autres des essais plus inscrits directement dans le commentaire de l'actualité politique, comment s'en sortir, l'horreur médiatique, droit dans le mur, autant de livres qui ont eu beaucoup de succès, qui ont remporté une grande audience ces dernières années. Vous avez souvent l'occasion d'ailleurs de venir dans nos studios. On va évoquer aussi bien sûr certains des éditoriaux les plus récents que vous avez publiés dans le journal que vous avez rejoint, qui est Le Soir à Bruxelles, dont vous êtes aujourd'hui l'éditorialiste. Mais tout de suite, commençons peut-être par quelque chose qui tracasse beaucoup de nos auditeurs et peut-être... Vous avez dit quelque chose sur lequel je rebondis, qui est très important. Oui. Vous avez dit que je suis éditorialiste, enfin que je fais des éditoriaux pour le journal Le Soir de Bruxelles. Mm-hmm. Eh bien, vous savez que ce que je fais pour le Soir de Bruxelles, oui, ou ce que je fais pour Radio-Canada, oui, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui dans un journal français. Ah bah alors on commence par ça. Il n'y a plus aucun journal français où je pourrais m'expliquer librement comme je peux le faire dans un journal belge ou canadien. On espère vous donner la conviction que Radio J, c'est aussi un espace dans lequel des intellectuels comme vous ou des journalistes peuvent s'exprimer librement. Mais justement, on va commencer par ça. Vous bouleversez mon chemin de fer, ou mon conducteur, comme on dit en télévision, mais c'est pas grave. Jean-François Kahn, on se connaît suffisamment bien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui... Alors, commençons vraiment par le vif du sujet. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec, disons, la montée en puissance dans certains médias français de capitaines d'industrie qui ont peut-être des arrière-pensées idéologiques, est-ce qu'il y a, selon vous, un risque particulier de réduction, d'amenuisement progressif du pluralisme dans les médias français ? Non, il y a une grande liberté des médias. Faut pas, je ne nie pas du tout la liberté. Le pluralisme est très réduit. C'est le seul pays au monde où vous avez, sur le plan national, 2 journaux qui font l'opinion, hein, entre nous. Dans quel autre pays ? D'habitude, il y en a 8, 9, 10. Bon, donc c'est très réduit. Mais alors pourquoi vous dites je pourrais pas, si je voulais donner des billets, des éditoriaux, des commentaires politiques dans des journaux français actuellement, j'aurais pas la même liberté qu'au Canada. Non, mais pourquoi vous dites j'aurais pas la même liberté qu'au Canada et en Belgique ? A priori, donc, une liberté, mais il y a une telle emprise aujourd'hui, vu que ce pluralisme, encore une fois, est limité à 2-3 journaux qui font l'opinion. Ils sont pas les seuls médias, mais c'est eux qui font l'opinion. Il y a une telle emprise de la radicalité, c'est-à-dire d'une gauche radicalisée ou d'une droite radicalisée sur ces médias, que si on ne sacrifie pas à ces 2 tendances, c'est très difficile de s'exprimer. Oui, alors en même temps on peut vous dire, alors si on entre dans le détail, Jean-François Kahn, on entend très bien ce que vous dites. Néanmoins, si on précise, les 2 journaux auxquels vous pensez, c'est évidemment le fameux quotidien du soir, Le Monde, et l'autre quotidien du matin, plutôt conservateur, Le Figaro, on peut vous dire qu'au fond, ils ne représentent pas forcément des formes de radicalité très établies. L'un se situe, pour aller très vite, au centre-gauche, l'autre se situe plutôt au barycentre de la droite. C'est pas non plus c'est pas des titres déchaînés dans la radicalité. Les journaux en tant que tels sont même de qualité. Le Figaro, par exemple, est un journal, la partie journalistique est tout à fait objective, mais la partie média, la partie débat, la partie débat d'opinion, la partie tribune, si vous voulez, est totalement sous l'emprise de tendances radicales. De gauche d'un côté, de droite de l'autre. Alors justement, est-ce que vous avez le sentiment que... Moi, j'ai fait l'expérience, parce que je suis vraiment pour le débat démocratique, d'envoyer au Figaro un article pour dire, écoutez, je suis pas totalement d'accord avec ce que vous avez dit, je voudrais vous montrer pourquoi. Ah non, on peut pas. Il me dit franchement, c'est excellent votre article, mais on ne peut pas. Alors, il y a eu un temps que nous avons connu. Moi, je commençais ma carrière de journaliste on va dire dans les années 2000, 2005, 2010, où il y avait des débats importants, notamment le débat sur l'Europe qui existait. Mais c'est vrai qu'on peut avoir le souvenir que les grands quotidiens français avaient plutôt comme stratégie éditoriale, on va dire, d'ouvrir au maximum leurs colonnes à un clash de points de vue différents. D'ailleurs, moi, à l'époque, je peux le dire, je travaillais au Figaro, et le Figaro de l'époque avait un arc de sensibilité, il recueillait, disons, un arc de sensibilité qui allait en gros, de certains altermondialistes comme Daniel Ben Saïd jusqu'à certains souverainistes comme Paul-Marie Couteau. C'est fini, ça, aujourd'hui ?
Naturellement, c'est pas une ligne à 100%, mais encore une fois, il suffit de regarder. Là, j'ai pris l'exemple du Figaro. Pour vous dire, ils sont prêts à publier des tribunes dans le Figaro, si c'est dans leur ligne. Mais si, non, mais ce que je vous dis, c'est pour leur dire ce que je vous dis pour remettre en cause leur ligne, il dit c'est pas possible. Quant au Monde, vous avez qu'à regarder les tribunes libres du Monde, c'est très important, les 4 pages ou 5 pages de tribunes libres. Il y a une surreprésentation de la gauche radicale qui représente quand même 4% dans la population, hein, ou 5% dans la population. Cette gauche radicale aujourd'hui, incroyable. Cette gauche radicale aujourd'hui, elle est moins, paradoxalement, hein, elle est moins inspirée, elle est moins dans le champ de l'influence de la France insoumise que dans le champ d'influence d'une pensée qu'on va appeler décoloniale, oui, c'est ça, ultra-gauchiste ou islamo-gauchiste, pour employer l'expression de Taguieff. Hein, et donc, est-ce que vous avez le sens... J'aime pas beaucoup cette expression parce que la droite l'a employée pour tout et pour n'importe quoi. Et donc, mais disons, oui, vous avez raison, décoloniale, intersectionnelle, enfin, cette espèce de... Justement, pour comprendre... Qui est une sorte de racisme inversé. Pour comprendre les raisons de votre inquiétude, Jean-François Kahn, vous êtes effectivement patron de presse, vous avez cofondé ces 2 journaux importants du paysage médiatique français, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, hein, mais l'événement du jeudi, ça a beaucoup compté. Marianne, ça compte beaucoup. Vous avez fait votre carrière à Marianne avec Maurice Safran. Vous aviez une ligne qui était une ligne républicaine, on va dire, disons, de centre-gauche, de centre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'incarner cette ligne-là dans la presse française, parce qu'au fond, il y aurait une séduction des 2 côtés de la radicalité, et corollaire de cette question, pourquoi cette gauche modérée, la gauche du Monde, la gauche de Xavier Niel, ouvre-t-elle ses colonnes à cette pensée décoloniale que vous dénoncez? Quelle est la stratégie derrière? Mais parce que tout le monde le sait, vous demandez aux directeurs de ces journaux, ils vous le diront, parce qu'il y a une nouvelle génération de journalistes très jeunes, très radicaux, et qui imposent, et comme il n'y a pas de direction assez forte pour pouvoir imposer une ligne en disant, écoutez mes petits amis, on vous aime bien, etc., mais bon, le pluralisme, il y a une base de jeunes radicalisés qui imposent, qui font une sorte de terrorisme absolument incroyable, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, et qui imposent cette espèce d'emprise, je vous dis, de ces idéologies dont vous parlez sur ces journées. Barry Weiss, qui était l'une des responsables des pages opinion et débat du New York Times, explique avoir claqué la porte du grand quotidien américain de centre-gauche en raison de ce que vous dénoncez, c'est-à-dire la présence trop importante à ses yeux de cette gauche woke, comme on dit aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Vous pensez mais est-ce que vous pensez que c'est est-ce que vous pensez que c'est la vraie histoire de Barry Weiss? Non, mais je vais vous répondre. Par simplification, on dit gauche. Moi-même, je dis gauche et vous dites gauche. Bon, mais on peut se poser une question. Quand on en arrive à retourner, absolument à retourner tout ce qui était propre à l'idéologie réactionnaire d'hier, l'obsession de la race, le refus de la mixité, la censure, la survalorisation de l'identité. La survalorisation de l'identité, le refus de l'universalisme. Je veux bien qu'on appelle ça gauche, mais c'est vrai qu'on peut se poser une question. Pour moi, je suis encore d'une génération où tout ça, c'est la droite la plus réactionnaire. Il paraît que c'est la gauche aujourd'hui, ou l'extrême gauche. Mais pour moi, c'était la droite la plus réactionnaire. On a plus le refus de la laïcité. Il y a eu quelque chose dans le journal Le Monde incroyable. C'est un titre sur toute une page sur la laïcité, où on appelait les partisans de la laïcité les laïcards. Les laïcards, c'est-à-dire le mot de l'extrême droite hier pour parler des partisans de la laïcité. Absolument. Alors justement, ça questionne aussi un certain pan de la droite. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis quelques années, ça ne se reflète pas forcément dans les états-majors politiques, mais que depuis quelques années, on va dire, l'aile marchande idéologique de la droite est beaucoup plus à droite qu'avant, beaucoup plus à droite qu'à l'époque de Chirac, par exemple, s'il faut mettre des noms, et que effectivement cette droite nationale catholique essaye de donner de plus en plus le ton sur ces sujets très importants, comme le rapport de la République à la laïcité et la diversité des cultes. Alors là, il faut faire attention, il y a 2 choses différentes. Il y en a une, c'est assez classique d'ailleurs, c'est dans l'opposition en particulier, c'est une radicalisation de la droite à droite. Une droitisation de la droite. Ils font, si on veut employer des termes que nos auditeurs comprendront, ils font du Patrick Buisson sans Patrick Buisson. Non, là je ne parle même pas de Patrick Buisson. C'est une radicalisation réactionnaire, droitiste, etc. Qui d'ailleurs leur joue des torts. C'est pour ça qu'ils perdent. C'est ça qui est le paradoxe. C'est qu'ils plus ils droitisent, plus ils perdent, et plus ils perdent, plus ils droitisent. Ça c'est autre chose. Mais enfin, ils restent à droite. Parallèlement à ça, mais c'est un autre phénomène, se développe dans le pays d'une façon très forte, très très forte, ce que j'appelle un néofascisme. C'est-à-dire un mélange
de pensée, comment dirais, anti-européenne, un peu xénophobe, réactionnaire, mais en même temps avec un discours néo-gauchiste, anti-bourgeois, anti-capitaliste, anti-élite, etc. Et c'est-à-dire à la fin des fins, vraiment à la fin des fins, ça va vers le conspirationnisme, on voit bien. Hein. Ça intègre le conspirationnisme, etc. C'est exactement. Si vous relisez le congrès fondateur du fascisme en disant 22 en Italie, en 21-22 en Italie, c'est exactement les ingrédients de ce qu'était le fascisme originel, dont on ne savait pas s'il était à droite ou à gauche en vérité. C'était un mélange d'une extrême droite et d'une extrême gauche. Alors justement, si on entre dans cette convergence, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Alors, c'est toujours passionnant de dialoguer avec vous. Moi, je garde le souvenir, évidemment, des conférences de rédaction de Marianne où vous faisiez avancer la pensée collective. Donc, on va essayer de faire la même chose aujourd'hui à Radio J avec vous, cher Jean-François Kahn. Justement, est-ce qu'il y a une différence de ce point de vue-là, à l'intérieur même de la famille Le Pen, entre, on va dire, une stratégie Strasser, frère Strasser, de Marine Le Pen, et une stratégie plus nationale-catholique de Marion Maréchal? Non, mais de toute façon, vous connaissez la réponse, évidemment. Il y a d'abord une des erreurs considérables qu'a fait la gauche. L'une, vous la connaissez, c'est d'employer toujours le mot populiste. C'était tellement idiot de qualifier l'adversaire de populiste qu'il a trouvé ça très bien, il s'en est emparé, et lui-même maintenant dit qu'il est populiste. 12 minutes d'émission avec vous, Jean-François Kahn, on ne l'a pas encore prononcé ce mot, hein. Pardon ? 12 minutes d'émission avec vous, là, ce matin, vendredi, on n'a pas encore prononcé le mot populiste, hein, Jean-François Kahn. Là, on vient de le prononcer. Voilà. Bon. Donc ça. Mais l'autre erreur qu'a fait la gauche, c'est quand Marine Le Pen est arrivée à la tête de FN, elle a dit telle fille, tel père, c'est la même chose. Mais non, c'était pas la même chose. C'est bien pour ça qu'il y a eu une progression dans l'électorat, et surtout qu'elle a piqué une grande partie de l'ancien électorat communiste ou même de la gauche socialiste. C'est-à-dire que Marine Le Pen a en effet fait la synthèse entre le discours classique de l'extrême droite réactionnaire, xénophobe, etc., et toute une fraction discours social qui est proche de celui de Mélenchon. Voilà, on pourrait dire, si on parlait en termes sociologiques, elle a ramené à elle un électorat de CGT lorrain ou du Nord paupérisé, et qui est en train de passer de la gauche extrême à l'extrême droite, grâce à elle, en quelque sorte. Ceux qui se reconnaissaient bien dans Marchais, etc. Mais moi, j'ai déjeuné une fois avec elle, longuement, pour savoir un peu qu'est-ce qu'elle était vraiment. Et je lui ai dit exactement ce que vous venez de dire. Je lui ai dit, mais moi, à mon avis, vous avez renoué avec ce qu'était le fascisme originel des années 21-22. Et comment elle a réagi ? Et même la pensée de Strasser. J'ai pris votre... Oui, alors il faut rappeler qui sont les frères Strasser. C'était un des créateurs au début du parti nazi, mais qui représentait une tendance vraiment nationale et socialiste. Vraiment socialiste, avec un côté presque même pro-soviétique, anti-bourgeois. Eh bien, d'abord, elle connaissait Strasser, mais elle n'était pas choquée du tout par ma remarque. Alors Jean-François Kahn, justement, si elle n'est pas choquée, vous faites allusion au frère Strasser ce matin sur Radio J. Ça veut dire qu'on n'est qu'à un cas, aujourd'hui, dans la République française en 2021, dans une situation qui évoquerait les dernières années de ce que fut la République démocratique, libérale de Weimar en Allemagne ? Alors, là aussi, c'est plus compliqué que ça. D'abord, je viens de vous parler du changement de Marine Le Pen par rapport à son père, mais elle a de nouveau évolué. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, elle a besoin, elle est tellement forte aujourd'hui, et la droite est tellement faible, qu'elle veut récupérer l'électorat de droite. Donc, elle fait de la triangulation vers la droite plus modérée. Et donc, aujourd'hui, elle modère pour aller à un discours beaucoup plus classiquement de droite pour la récupérer. Et d'autre part, ce courant néofasciste dont je vous parle, il représente pas l'ensemble du Front National. Il y a tout un Front National qui n'est pas ça, mais il ne se réduit pas à ce Front National. Quand vous allez vous balader en France, dans les villages, dans les petites villes, etc., vous entendez des discours de ce type, inconscients. Vous leur dites c'est un discours néofasciste, ils tombent des nues, ils sont choqués. Mais en vérité, c'est totalement un discours néofasciste. Or, vous ne savez pas comment ils votent. Peut-être que finalement, ils votent Mélenchon, peut-être qu'ils votent d'extrême droite, peut-être qu'ils votent, je ne sais pas, ou qu'ils s'abstiennent. Le coronavirus, il a boosté cette pensée anti-système radicalisée que vous dénoncez aujourd'hui. Bien sûr, ça a beaucoup boosté. D'abord parce que ça favorise le conspirationnisme ou le complotisme, et d'autre part parce que ça renforce, ça radicalise la crise sociale. Alors je le rappelais, vous êtes le cofondateur de Marianne avec Maurice Safran. Pendant des années, on a accusé, à tort ou à raison, le journal Marianne de surfer justement sur une forme de rejet des élites européennes, mondialistes, libérales. Vous regrettez après coup d'avoir fait ça ? Alors ça serait un compte que je regrette, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout ce qu'on a pu dire à cette époque, et qui quelquefois nous valait ses critiques. Oui, vous les connaissez.
Hein? Vous les connaissez? Oui, oui. D'ailleurs, vous mais y tout. Quand j'étais, moi, je me souviens un débat à RTL. Il y avait une entreprise française, 30 entreprises en France, qui avait délocalisé. Je disais, mais c'est dangereux pour l'intérêt national. Ouais. D'abord, c'est pas très patriotique. Et vous vous rendez compte dans quelle situation on se met demain, pour nos fournisseurs qui seront à l'étranger. Comment? Mais c'était ringard. C'est ringard de dire ça. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Vous êtes obligé de dire ça. Quand je disais, attention, il faut le petit commerce de proximité dans les villes, ça joue un rôle dans le lien social. Vous pouvez pas tout abandonner aux grandes surfaces, aux hypermarchés financiarisés. Comment? C'est ringard de dire ça. Aujourd'hui, tout le monde le dit. C'est-à-dire qu'en vérité, tout ce certains nous ont reproché de dire à cette époque, aujourd'hui, c'est devenu tout le monde le dit. Là, au contraire, là, s'il est évident que quelqu'un a eu raison, c'est bien nous, à cette époque, je dis pas qu'on a eu raison sur tout, mais là-dessus, on a eu raison. J'ajoute qu'on a eu aussi raison en condamnant la guerre d'Irak ou l'intervention en Libye, entre nous. Absolument. Alors d'ailleurs, les auditeurs, vous me faites une transition habile. Les auditeurs on peut voir actuellement sur Arte un documentaire très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Jean-François Kahn, en 3 épisodes sur la saga de Rupert Murdoch, ce milliardaire américano-australien qui est le propriétaire de très nombreux journaux aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, surtout en Angleterre. C'est l'assassin de Diana. Alors ça, je ne sais pas, mais en revanche, il apparaît qu'il a joué un rôle tout à fait décisif dans l'élection de Tony Blair et ensuite dans le mandat de Premier ministre de Tony Blair. Est-ce que cela révèle, disons, le syndrome Murdoch révèle qu'il y a aujourd'hui des frontières qui sautent entre la classe politique et la classe médiatique et au fond une cogestion de certains pays par les deux ensemble? Non, je crois pas. Murdoch a fait son choix. Son choix, c'est une droite extrêmement dure. C'est Trump, en vérité, son politicien idéal, c'est Trump. C'est la raison pour laquelle il a soutenu Nigel Farage, qui est le souverainiste anglais. Et en Angleterre, il a toujours soutenu la droite, etc. Mais à un moment, il se trouve que la droite a voulu prendre un certain nombre de mesures qui dérangeaient ses intérêts. Et là, simplement pour défendre ses intérêts et pour montrer qu'il était le chef, qu'il fallait pas le titiller, il a soutenu Blair. Il a fait élire Blair. D'accord, c'est comme ça que vous l'interprétez. Ah non, mais je crois que c'est officiel. Alors, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc vous persistez, signé, République laïque et sociale, c'est votre ligne. Opposition au néoconservatisme sous toutes ses formes. Vous avez condamné avec le journal Marianne la guerre d'Irak. Je n'avais jamais dévié de cette ligne. Qu'est-ce que vous pensez? Et surtout la guerre de Libye, parce que la guerre d'Irak, on n'était pas seul, objectivement. Beaucoup de gens ont condamné la guerre, puis le gouvernement aussi. La guerre de Libye, on était presque seul. L'intervention en Libye, on a quasiment, même pas moi, j'ai quasiment été un des très rares à dire que ça allait avoir des conséquences catastrophiques. Y compris dans le journal Marianne, y compris dans le journal Marianne, où effectivement même Jean-Luc Mélenchon était plutôt favorable à cette intervention. Oui, mais même Marianne, moi je te dirais, j'ai plus Marianne à l'époque, mais même à Marianne, ils étaient pas, ils étaient hésitants. C'est moi qui ai montré que... Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai voulu, comme j'entendais sur les radios, que ne s'exprimaient que des gens favorables à l'intervention en Libye, j'ai téléphoné en disant, vous voulez pas entendre un autre son de cloche par hasard au nom de la... Pas du tout. On m'a répondu non. Dans les radios, oui. Dans les radios. En revanche, Maurice Safran publiait vos admonestations à l'époque. Non, mais là, j'ai eu aucun problème. Oui. Mais dans les radios, ils ne voulaient pas, on ne pouvait pas dire que peut-être c'était pas une bonne idée l'intervention en Libye. Alors, il nous reste quelques minutes, c'est absolument passionnant. Vous savez bien que la scène moyen-orientale, elle passionne nos auditeurs de Radio J, Jean-François Kahn, donc on va en parler un peu. Bah oui, c'est normal. Israël s'est hissé ces dernières années au rang de 8e puissance mondiale et Israël est en train de tendre la main, c'est le processus dénommé les accords d'Abraham, mais ça va au-delà, de tendre la main à un certain nombre de puissances arabes sunnites. Ça va en fait du Maroc aux Émirats. C'est un grand processus en quelque sorte de réconciliation politique, sinon culturelle, progressive, entre l'État d'Israël et son environnement, on va dire, arabe immédiat. Vous en pensez quoi? Vous faites confiance à ce processus? Ah oui, ça va dans le bon sens. Il est évident que plus il y a de pays qui reconnaissent Israël et son droit à vivre en sécurité, plus ça va dans le bon sens. Est-ce que Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, que ça débouche sur une possibilité de régler ce qui est le problème originel quand même. Il ne faut jamais oublier quel problème israélo-palestinien. Alors vous savez bien que certains de nos auditeurs suivent de très près, bien sûr, comme l'ensemble des équipes de Radio J, l'actualité proche-orientale et notamment la politique israélienne. Un certain nombre d'Israéliens, un certain nombre de Juifs en diaspora émettent, disons, des craintes sur les intentions véritables de Joe Biden, le nouveau président des États-Unis. Va-t-il, après l'ère Trump,
rééquilibrer, entre guillemets, la balance, en tout cas à ses yeux, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et au fond, privilégier une forme d'apaisement envers le régime des mollahs iraniens. Non, Biden mènera, d'ailleurs, c'est sa tradition à lui. Tout le monde n'est pas sur ces lignes au Parti démocrate, mais c'est sa tradition à lui, mènera une politique extrêmement pro-israélienne, enfin classiquement pro-israélienne au bon sens du terme. Ça, vous le pensez? Ah oui, j'en suis sûr, c'est tout à fait clair. En revanche, il y a le problème des rapports avec l'Iran. Moi, je pense, j'ai la conviction que ce qu'on avait signé, le traité avec l'Iran sur le nucléaire, c'était la meilleure façon de les empêcher de faire la bombe. Je sais que le fameux traité de 2015, oui, qui aujourd'hui... La position de M. Netanyahou est l'inverse. Oui, sauf que Jean-François Kahn, c'est pas Binyamin Netanyahou qui a dénoncé ce traité, ce sont les Iraniens qui le considèrent aujourd'hui comme lettre morte. Non. C'est pas Netanyahou qui l'a dénoncé, c'est Trump qui l'a dénoncé. Mais Trump a dénoncé ce traité, très bien. Du coup, les conservateurs iraniens étaient enchantés. D'ailleurs, ils sont toujours enchantés. Ils ont dit, ah ben c'est pas nous, vous voyez. Ils ont dénoncé le traité, maintenant allons-y. Et ils se sont mis, en effet, à faire tout ce qu'il fallait pour aller vers la bombe. Donc c'est la preuve que c'est le traité qui les en empêchait. Puisque, depuis qu'on a dénoncé le traité, ils ont été dans cette direction. Et que maintenant, ils militent pour surtout qu'on revienne pas dans le traité. Faut dire les choses comme elles sont. Alors, il nous reste 2 minutes, c'est passionnant, c'est dommage. Vous allez revenir? Vous reviendrez? Je crois qu'il faut que vous reveniez. La présidentielle en France, revenons à la France 2 minutes, s'annonce évidemment comme assez chaotique, en tout cas très tendue. Avec Macron plus que jamais, Jean-François Kahn? Avec Macron plus que jamais pour vous? Moi, j'ai pas de position. Je ne sais pas comment je voterais s'il y avait des présidentielles. Personnellement, aujourd'hui, d'abord, je ne sais pas qui est candidat. Disons, depuis 2017, vous n'avez jamais ménagé vos mots sympathiques à l'égard du président de la République, de son action, de sa ligne éthique et humaniste. Non, mais en l'occurrence, c'est même pas vrai ce que vous dites. J'étais indigné par la façon que certains avaient de pratiquer l'antimacronisme, un certain antimacronisme. Un certain forme d'antimacronisme était absolument épouvantable, de bêtises, de violence. Mais non, j'étais très critique sur un certain nombre d'orientations. Maintenant, je ne sais pas. De toute façon, je vais vous dire, regardez ce qui s'est passé avec la maire de Paris. Je me souviens, je leur avais dit ça. Je dis, mais vous savez, à force de l'attaquer de façon excessive, vous allez la réhabiliter. Ben, c'est ce qui s'est passé. Alors, en un mot, vous savez bien qu'elle était morte, ils l'ont ressuscitée. Alors, il y a un débat, Jean-François Kahn, on finit là-dessus. Il y a un débat au sein de la Macronie aujourd'hui sur les orientations de la campagne future. Certains penchent plutôt vers la gauche, on va dire. Hein. C'est le camp Castaner, on va dire, un des proches historiques du président de la République, ainsi que Stéphane Séjourné, son conseiller. Et d'autres sont plutôt sur une triangulation des idées de la droite républicaine. C'est plutôt la ligne Darmanin. Alors, vous êtes plutôt Castaner ou vous êtes plutôt Darmanin, en un mot? Je trouve que Darmanin est un très bon ministre de l'Intérieur, contrairement à ce qu'on dit à gauche. Mais de toute façon, ça, c'est une preuve de relatif échec du macronisme. Pourquoi? Parce que le macronisme, c'est le dépassement de ce clivage gauche-droite. Si à partir du moment où il y a une aile droite, une aile gauche, et que sans arrêt, ils disent « Ah non, il faut aller à gauche, ah non, il faut aller à droite, ah non, mais ça, c'est trop à droite, ah non, ça, c'est trop à gauche », c'est un constat d'échec. Évidemment que le macronisme, s'il fonctionnait, il ne se poserait pas de questions parce qu'il aurait complètement dépassé ce clivage. Merci beaucoup Jean-François Kahn d'avoir fait un tour par Radio J. C'est toujours passionnant. Vous reviendrez et nous vous souhaitons à tous nos auditeurs un très Chag Purim Sameach et un très bon Shabbat. Ça vous rappelle des choses, hein? Merci. Voilà.